Notre programme se forme de débats entre Emmanuel Todd et Keiichi Saeki. Comme nous avons entendu parler de l'incapacité ou des critiques des dirigeants du monde, surtout vers la dernière moitié de la conférence d'Emmanuel Todd. Et c'est cette incapacité ou stagnation des intellectuels européens qui cache, pour ainsi dire, l'absence de nécessité de l'existence des États-Unis. Alors, dans le monde occidental et aux États-Unis aussi, sur le plan culturel, les intellectuels n'arrivent plus à réfléchir sérieusement et c'est ce thème qui est présenté par les photos dans la salle. C'est un photographe, Hirokawa Yuichi, c'est un photographe japonais. Donc, nous allons passer le micro à M. Saeki, qui a écrit dans ses livres, a critiqué les influences, mauvaises influences des États-Unis. Et M. Saeki va prendre une approche de la science politique pour analyser le monde. Donc d'abord, M. Saeki va prendre la parole pendant une vingtaine de minutes. Bonjour mesdames et messieurs, je remercie tout d'abord Emmanuel Todd pour son exposé excitant et pour la plupart des points de vue, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel Todd. Et je crois que la plupart du public est venu pour écouter Emmanuel Todd et donc je me sens un peu gênée de prendre la parole. Mais il faut dire que j'ai lu presque tous les livres d'Emmanuel Todd, mais je crois que Todd lui-même ne connaît pas ce que je suis. Et donc, je me permets de me présenter et surtout pour présenter mes idées. Mais comme il y a beaucoup de choses à dire, il faut que je regarde l'horloge pour terminer mon discours vers 5h, 17h. Et si je ne m'arrête pas, il faut m'arrêter. Il faut que quelqu'un m'arrête. Donc, je suis spécialisée en économie et notre génération n'est pas très différente. J'ai fait des études d'économie dans les années 70. À cette époque-là, on s'intéressait à la science économique américaine, mais je me posais beaucoup de questions. J'avais des doutes pour la première raison que l'économie de marché était admise dans cette science économique parce que c'était rationnel. Et la rentabilité et la productivité étaient bien assurées. Mais la question, la rationalisation de distribution des ressources naturelles était juste où on pouvait imaginer d'autres idées qui soutient une distribution plus équitable des ressources ou des biens. Et on pouvait faire plus attention à l'environnement. Et pourquoi est-ce que le progrès ou la rentabilité était de la première priorité? Et lorsqu'on voulait discuter des valeurs, on était obligé de s'éloigner de la science économique. Et c'est pourquoi la politique ou la sociologie, la culture commençaient à m'intéresser. Une autre raison, la valeur, est étroitement liée avec les pensées, la philosophie. Et dans ce domaine, la philosophie et les pensées européennes mettaient sur la table de discussion les valeurs. C'est pourquoi je me suis intéressée beaucoup à la philosophie et aux pensées européennes. Voilà, c'est mon point de départ de mes réflexions scientifiques et académiques. Depuis
15-16 ans, la mondialisation ou le néolibéralisme centré sur le marché et puis la hégémonie des États-Unis. Et j'ai écrit surtout des livres pour critiquer ces tendances. C'est en 1999 que j'ai publié un livre qui propose de réinterpréter la théorie du marché de Adam Smith et la théorie de Keynes c'était en 1999. Et j'ai bien critiqué le globalisme, le capitalisme. Et dans ce livre-là, j'aimerais bien faire un peu de publicité. Et il y avait un livre écrit en 1933 par Keynes. Donc j'ai cité des idées de ce livre-là. Et Emmanuel Todd a cité Keynes aussi. Et c'était en 1998 que Todd a écrit L'illusion économique. Et donc j'ai publié mon livre que je viens de citer en 1999 et la traduction de L'illusion économique en japonais n'a pas été encore publiée en japonais. Et donc j'ai écrit mon livre avant de lire le livre de Todd. Et j'ai développé les points de vue très proches de Todd. Et Après l'Empire a été publié en 1902 avec des arguments similaires, mais j'ai été un peu en retard parce que c'était en 2003 que j'ai publié un livre là-dessus. C'est-à-dire un livre disséquer la nouvelle empire américaine. Et puis, après la démocratie, le dernier livre d'Emmanuel Todd, publié en 2008, c'est un livre tout à fait stimulant. Mais en 2008, j'ai publié le livre avec un titre très excitant, stimulant, Abandonner la liberté et la démocratie. Voilà, c'est le titre de mon livre de 2008. Et donc, nous avons publié un livre à la même année. Et si vous lisez les titres de mes livres, c'est une coïncidence vraiment heureuse et je suis très contente de rencontrer Emmanuel Todd aujourd'hui. Alors, il faut que j'avance pour vous présenter mes principales idées. Et sur la crise économique du monde entier, lorsqu'on y réfléchit, il faut parler de l'échec de hégémonie des États-Unis. Là, c'est un sujet inévitable. Et surtout après la guerre froide, les États-Unis ont essayé de récupérer la hégémonie avec plusieurs politiques. Et après la décomposition de l'Union soviétique, les États-Unis qui se trouvaient dans des difficultés économiques, c'était très important pour le gouvernement américain de retrouver la hégémonie. Et c'est en rapport avec la crise actuelle. Je crois que le rôle qu'a joué la science économique américaine, parce que cette science économique a des caractéristiques qui s'appuient entièrement sur les calculs ou technologies informatiques, avec des mathématiques de pointe, beaucoup de calculs quantitatifs. Et je ne considère pas comme une vraie science, parce que la science économique ne peut pas fonctionner comme une autre science purement scientifique. Mais les économistes américains ont essayé de faire des calculs pour exclure toutes les incertitudes du marché. Et si on reconnaissait les incertitudes,
le mécanisme de marché ne fonctionnerait pas, mais en excluant toutes les incertitudes par des méthodes informatiques, on peut compter entièrement sur le marché et la performance de marché peut être décrite parfaitement par cette science économique américaine. Mais lorsqu'on réfléchit de cette façon, on n'arrive plus à analyser le marché parce que le marché a plein d'incertitudes, plein d'éléments incertains et on fait des productions en s'appuyant, en se référant sur le passé, mais on ne sait jamais ce qui va se passer dans le futur. Et le marché financier c'est le marché qui a le plus d'incertitudes. Et on ne sait jamais ce qui va se passer. Alors, les Américains, ils ne veulent pas que le marché financier reste incertitude. Et donc, les scientifiques spécialistes d'économie prétendent qu'on peut éliminer totalement les éléments incertains. Voilà, c'est le pseudo-scientifisme américain. Et c'est un échec total de cette science économique américaine. Alors, il ne s'agit pas des problèmes du marché financier, mais il s'agit bien au-delà de l'idéologie, l'erreur d'idéologie de l'économie des sciences américaines. Et essayer de montrer comme s'il s'agissait d'une science pure, mathématique, ce qui n'est pas tout aussi scientifique. Et l'individualisme et le libéralisme et puis la croyance au progrès, ou l'importance mise sur la collectivité, la religion. Mais le libéralisme, le rationalisme et la méritocratie, et ce sont des valeurs très importantes aux États-Unis. Et donc cette science économique reflète ces valeurs que possèdent les Américains. Mais malgré tout, cette idéologie a été standardisée bien adroitement. Et au Japon, surtout, les étudiants en économie utilisent un manuel scolaire qui est basé sur la science économique américaine. Et lorsque les étudiants utilisent un manuel scolaire, ils ne croient pas que la science économique qu'ils apprennent n'est qu'une idéologie américaine. Et le problème de globalisme globalisme américain, je suis tout à fait d'accord avec le point de vue d'Emmanuel Todd. Bon, Reagan est devenu président dans les années 80 et il a essayé de sauver l'économie américaine. L'industrie manufacturière était dépassée par celle du Japon. Le président Reagan a appliqué les déréglementations et il a appliqué des politiques globales, mondiales. Et c'est ainsi que les entreprises américaines ont transféré leurs usines à l'étranger pour faire baisser les salaires afin de faire augmenter la rentabilité. Et en conséquence, l'économie mondiale a eu des difficultés parce que l'industrie de chacun des pays développés a eu de grosses difficultés. Il y a eu des vides dans les activités, dans l'industrie, et l'économie est ralentie. Et à ce moment-là, les États-Unis ont essayé
de faire venir les capitaux du monde entier aux États-Unis. Et à l'aide de techniques d'informatique, d'ingénierie financière, pour aboutir à subprime, dont on a parlé beaucoup, et pour montrer le marché financier américain très attrayant. Et les capitaux du monde entier sont rassemblés aux États-Unis pour arriver dans une situation de bulle. Alors déjà, les politiques étaient... Greenspan a dit que il s'agissait d'une prospérité sans fondement. Et donc c'était tout à fait évident et normal que le marché financier a éclaté. Mais ce qui est problématique, c'est que tous les pays du monde entier ont été touchés par ces problèmes parce que les marchés financiers des autres pays étaient obligés d'avoir des rapports très étroits avec le marché financier américain. Et la restructuration était imposée. Et la restructuration peut être décrite par deux caractéristiques. Premièrement, les éléments de production pouvaient être commercialisés, c'est-à-dire les terrains, les capitaux et les organismes eux-mêmes. Et ce sont des éléments de production. Et ces éléments de production étaient mis en circulation. Et donc, tout ce qui touchait la production était en circulation et le coût de salaire a baissé et les capitaux se déplaçaient bien pour arriver aux États-Unis. Et les terrains a connu une situation de bulle. Et pour les organismes aussi, probablement au Japon, les organismes avaient des caractéristiques très marquées comme en étant éléments de production. Alors, restructuration ou néolibéralisme global s'est retourné vers les éléments de production. Le deuxième caractéristique de restructuration est le problème se situait du côté de fourniture. Lorsqu'il y a des réglementations qui entravaient la productivité des entreprises, d'un autre côté, la demande était illimitée. Et la demande était on croyait que la demande était illimitée, mais ce n'était pas du tout ça. Et la demande ne peut plus croître. Et comme il y a une redondance de production, si la demande stagne, la rentabilité, le salaire, tout doit baisser. Voilà, c'est un enchaînement des phénomènes. Et donc, au fond de tous ces problèmes-là, on trouve, comme Keynes avait prédit, le capitalisme se trouve à la phase de déclin dans les pays développés. Marx aussi disait que le capitalisme ne peut que baisser sa productivité après avoir atteint un niveau de maturité. La demande stagne et les entreprises ne peuvent plus faire du progrès et l'économie stagne en conséquence. Et il faut reconnaître que nous nous trouvons déjà actuellement dans la phase de stagnation. Et
Autrefois, on pouvait stimuler la productivité pour faire progresser la demande. Et donc, il faut complètement changer notre notion. Mais il s'agit là des idées de valeur. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à la phase de changement de valeur. Deuxième point que je voudrais souligner, comme Emmanuel Todd on a parlé vers la fin de son exposé, en France, on remarque une stagnation sur le plan politique, intellectuel. Au Japon, la situation est identique. Lénine disait autrefois, appelait autrefois que c'est la crise du monde entier. Mais nous trouvons face à une stagnation générale. Du moins, au Japon, je constate une stagnation généralisée. Emmanuel Todd n'a pas parlé de Sarkozy aujourd'hui, mais le phénomène président Sarkozy est expliqué par la société française. Et le même phénomène a eu lieu au moment de l'apparition du Premier ministre Koizumi au Japon. Et c'est à peu près pareil. Et donc peut-être le Japon était en avance par rapport en France. Et je ne sais pas si les Japonais doivent être contents d'être en avance. Donc l'apparition de Koizumi comme Premier ministre, le milieu politique a connu un grand changement. Jusqu'à ce moment-là, le conservatisme et le libéralisme s'opposaient jusqu'à maintenant, mais cette opposition était déséquilibrée. Et au Japon, il y a des questions très complexes parce que le Japon a été plus ou moins occupé par les États-Unis. Et l'économie a été redressée grâce à l'aide des Américains. Et donc, les gauches se trouvent sympathiques avec le socialisme. Et le droite est plutôt proche des États-Unis. Mais après la fin de la guerre froide, les Japonais auraient dû redéfinir cette situation de gauche et de droite. Les États-Unis est un pays extrêmement de gauche, avec ses idéologies. Donc les États-Unis se trouvent dans l'extrême gauche. Mais ce sont les conservateurs qui ont tenu à maintenir le rapport avec les États-Unis. Et Koizumi a accepté toutes les exigences des Américains. Et Koizumi a soutenu les guerres contre le terrorisme. Et c'est le Premier ministre qui a mis une telle importance sur le rapport avec les États-Unis. Et donc, c'était le Premier ministre le plus conservateur dans notre histoire. Et la guerre d'Irak est une guerre qui est très complexe parce que les États-Unis les États-Unis disent que cette guerre a été éclatée pour la liberté. Mais les gens de gauche ne peuvent pas s'opposer sur l'argument des États-Unis, mais ils ne sont pas d'accord avec la guerre. Donc, à l'intérieur du Japon, il était impossible de nous opposer contre la guerre d'Irak théoriquement ou idéologiquement.
Donc, c'était même pas possible de discuter de la guerre d'Irak de point de vue idéologique. Et Koizumi avait une grande popularité. Et je ne sais pas si Emmanuel Todd connaît bien la situation, les caractéristiques de Koizumi. Et c'était rare de le voir argumenter ses idées. Mais il s'exprimait dans la plupart du temps avec une phrase très courte. Donc les conditions politiques du Japon ont complètement changé depuis. Et maintenant, je ne suis pas d'accord de la situation actuelle qui est souvent caractérisée par deux partis importants parce qu'il n'y a pas d'opposition idéologique entre ces deux partis politiques principaux. Tout simplement, c'est la popularité. Et c'est une situation dangereuse. Et il faut expliquer cette situation par la manque de conscience de l'avenir idéal à atteindre chez les Japonais. Et les Japonais jugent les choses à travers l'écran de télévision. Mais cela est dû à la destruction de tout ce qui est intellectuel. Et j'aimerais bien avoir des idées, des opinions à Emmanuel Todd sur ce que je voudrais dire. Vous avez dit que l'Union soviétique a connu la fin, ensuite l'Empire américain et les idéologies, capitalisme, idéologie, ont perdu leur efficacité. Oui. Donc, j'aimerais bien ajouter à cet argument un autre. Au début du XXe siècle, donc, notamment après la Première Guerre mondiale, les Européens ont pris une prise de conscience très profonde, la crise générale de la civilisation traditionnelle, donc la crise, le sentiment de déclin de la civilisation européenne. Et ce déclin des valeurs traditionnelles de la modernité européenne, cette crise a été apparemment sauvée par l'avènement de socialisme en Union soviétique et relayée par la révolution presque de la libérale démocratie capitalistique américaine. Donc, le communisme soviétique et la démocratie libérale américaine, à mon sens, ne sont que des jumeaux qui sont nés des valeurs européennes, mais en accentuant en accentuant un peu dogmatiquement certains éléments des valeurs européennes qui ont été inaugurées dans l'Antiquité gréco-romaine. Donc, le communisme et le capitalisme américain, quoique issus des valeurs traditionnelles européennes, sont arrivés à renier les bases des valeurs de la civilisation occidentale, européenne. Donc, mon sentiment est de dire que je souhaite très vivement que les Européens reprennent leur travail intellectuel en se ressourçant dans les valeurs traditionnelles européennes
pour dénoncer, critiquer, pour proposer une alternative solide, idéologiquement solide et cohérente aux valeurs de hypermodernité américaine qui ont connu cet effondrement. Moi-même, j'ai beaucoup étudié la pensée de conservatisme britannique à partir de Edmund Burke jusqu'à Michael Oakeshott. Voilà deux grands penseurs de conservatisme. Donc, le conservatisme authentique britannique n'a pas été comment dirais-je, relayé par un développement de conservatisme américain qui a connu un chemin tout à fait pervers par rapport au fondement de conservatisme sain qui est né dans en Grande-Bretagne. Emmanuel Todd dit que dans son livre, le Japon doit s'exprimer encore davantage en tant que pour l'idéologie. Et M. Saeki a donné un exemple du Japon qui s'exprime. Et à la fin, Monsieur Saki a demandé à Emmanuel Todd de parler de l'Europe. Oui, j'ai beaucoup aimé la présentation que vous avez donnée de nos trajectoires parallèles avec les dates. Et tout d'un coup, je me suis demandé si nous n'étions pas deux incarnations de la même personne d'une vie antérieure. Et je suis particulièrement d'accord avec votre remarque finale sur le caractère jumeau des modèles soviétiques et américains. Je crois que c'est vraiment une remarque, c'est une vraie profondeur, et l'idée qu'elles sont comme deux variantes exagérées, caricaturales, d'idéologie née en Europe. Je crois vraiment que c'est une très bonne façon de voir le monde. Et avec ce genre de modèle, on comprend très bien que l'effondrement de l'un et de l'autre se suivent si rapidement finalement à l'échelle de l'histoire. Alors en ce qui concerne l'Europe et les capacités de l'Europe, évidemment il faudrait faire quelque chose, mais je dois dire qu'actuellement je suis beaucoup plus pessimiste que je ne l'étais à l'époque où j'ai publié Après l'Empire. Dans Après l'Empire, il y a une analyse donc, du déclin américain, et puis il y a dedans deux chapitres qui évoquent une certaine forme de réorganisation du monde. Il y en a un qui s'appelle sur l'Europe, un autre je veux dire, sur la Russie, évoquant le retour de ces acteurs stratégiques dans le contexte d'un monde où les États-Unis seraient affaiblis. Et honnêtement, autant je peux dire que je suis content de mes prédictions sur les États-Unis, autant je dois dire que pour le moment, rien ne permet d'affirmer que l'Europe est en train de devenir un acteur autonome, indépendant, important. La Russie, oui, est revenue dans un premier temps. Elle a retrouvé une certaine place, je dirais, de contrepoids. Réécrivait ce chapitre, j'essaierai de voir combien de temps la Russie va rester un contrepoids stratégique. Parce que le Japon a une population qui stagne ou décroît légèrement, la population russe diminue à toute vitesse. Je reviens à l'Europe. L'évolution depuis la publication d'Après l'Empire n'est pas dans le sens de l'indépendance. Je m'en souviens très bien parce que j'étais venu parler de ces sujets au Japon après la publication de la traduction japonaise d'Après l'Empire. La dernière fois que j'étais venu au Japon, c'était agréable de voyager à l'époque de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin.
veux dire, quand les gens, après le discours de Dominique de Villepin à l'ONU, je veux dire, on était fiers d'être français. En plus, moi, c'était très amusant parce que les gens croyaient que je produisais la doctrine du gouvernement, puisqu'après l'Empire était souvent perçu comme la théorie derrière l'action de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, je veux dire, les choses se sont mélangées. Mais c'était vraiment une époque où la France, au cœur de l'Europe, exprimait une autonomie vis-à-vis des États-Unis. À la même époque, ce qu'on avait découvert, c'est la capacité de l'Allemagne à se dégager de l'emprise américaine. Ça avait été l'une des grandes surprises, puisque tous les gens... C'est l'une des choses que j'avais prévues quand même dans Après l'Empire. Je disais que les gens qui s'imaginaient que l'Allemagne allait toujours rester une sorte de valet, de caniche ou de serviteur des États-Unis se trompaient. L'Allemagne a une grande culture, une histoire aussi importante que celle des États-Unis. Et donc, effectivement, elle a manifesté son indépendance. Alors, c'est très intéressant parce que j'étais venu au Japon, je parlais au Japon de tout ça, et en fait, donc j'avais d'une part l'Europe qui semblait prendre son autonomie, et d'autre part le Japon qui, je veux dire, dans son alliance stratégique permanente avec les États-Unis, n'était pas capable de prendre cette autonomie. Et donc, moi, je disais, mais écoutez, regardez, si même l'Allemagne arrive à prendre cette indépendance, le Japon devrait imiter l'Allemagne. Alors là, j'avais eu quelques remarques très drôles de gens qui me disaient, la dernière fois qu'on a imité l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça ne s'est pas bien passé. Donc j'ai compris que les choses étaient plus compliquées. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Ce qui s'est passé depuis, c'est que le gouvernement allemand est sorti. Schröder n'est plus chancelier de l'Allemagne. L'actuelle chancelière est beaucoup plus favorable aux États-Unis. Et finalement, l'Allemagne s'est même un peu désintéressée de l'Europe en tant que concept. Donc l'Allemagne est devenue certainement plus allemande, plus indépendante, mais mon fils aîné me faisait remarquer, me disait, mais écoute, papa, on travaille beaucoup en famille, me disait, écoute, peut-être tu t'es trompé, les États-Unis, l'Allemagne dans un premier temps s'est débarrassée familiale, sachant que la famille souche allemande ressemble beaucoup à la famille souche japonaise, sachant que c'est les deux économies avancées, industrielles, exportatrices les plus puissantes du monde. Le plus simple, si vous voulez représenter l'Allemagne, imaginez un petit Japon au cœur de l'Europe. Le modèle anthropologique permet de bien comprendre la parenté entre ces deux pays. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'au départ, moi je disais, le Japon doit devenir comme l'Europe, le Japon doit suivre l'Allemagne. Mais si je regarde ce qui s'est passé depuis, j'ai plutôt l'impression que c'est l'Europe qui devient de plus en plus japonaise. C'est-à-dire l'Allemagne est revenue à une stratégie économique absolument indépendante, beaucoup moins solidaire de l'Europe, comme le Japon a une stratégie économique tout à fait indépendante. Et puis l'Europe en elle-même est devenue beaucoup moins indépendante. Et en ce sens, l'évolution de la France est tout à fait étonnante et inquiétante. Quand je suis venu, il y avait Chirac et Villepin. La France était, je dirais, se comportait d'une façon conforme à ses traditions d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Et maintenant, nous avons élu Nicolas Sarkozy. Alors, je ne peux pas laisser dire que Koizumi est aussi, comment dire, je ne peux pas présenter sur... Je voudrais juste quand même préciser que je trouve quand même que Nicolas Sarkozy est bien pire que Koizumi. Je ne me prononce pas sur Koizumi, mais je ne peux pas laisser dire que Nicolas Sarkozy, c'est seulement grave comme Koizumi. Vous avez dit très justement que Koizumi fait des phrases courtes, mais la spécialité de Nicolas Sarkozy, c'est de faire des phrases interminables qui ne veulent rien dire. Je veux dire, on a sans arrêt des choses à la télévision qui nous montrent Sarkozy s'en mêlant dans ce qu'il dit, encore plus que moi, maintenant. Je crois vraiment que c'est... Et puis, surtout,
parler du rapport du Parti libéral-démocrate japonais aux États-Unis, c'est parler de quelque chose de traditionnel. Mais nous, en France, on a eu la surprise de voir un président qui venait du parti gaulliste, une fois élu, aller prendre immédiatement, je veux dire, ses vacances aux États-Unis. Alors, bon, j'adorerais... c'est un grand bonheur pour moi que de dire du mal de Nicolas Sarkozy à Kyoto. Je veux dire, dès que je serai rentré à Paris, je dirai à tous mes amis que j'étais vraiment ravi de dire du mal de Sarkozy à Kyoto devant des étudiants japonais, mais ça n'est pas vraiment le sujet de la conférence. Je veux dire, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut dépasser la question personnelle. Et ça serait une erreur de croire que le pro-américanisme de Nicolas Sarkozy est simplement une attitude individuelle. Il y a eu une évolution des classes dirigeantes françaises vers les États-Unis. C'est-à-dire que même à l'époque de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin, je veux dire, la population dans son ensemble soutenait Chirac et Villepin dans leur opposition aux États-Unis. Mais quand on se... Bon, bien évidemment, moi j'appartiens aux classes intellectuelles supérieures, je connais des journalistes, des gens de l'establishment, voilà. Et je peux dire que quand on se promenait dans ce milieu-là, dans les couloirs de la télévision, de la radio, du monde journaliste, je veux dire, les attitudes moyennes étaient beaucoup plus favorables aux États-Unis que l'attitude de la population dans son ensemble. Les gens ne comprenaient pas, désapprouvaient je dirais, l'opposition de Chirac et de Villepin aux États-Unis. Ils ne disaient pas, ça n'est pas une opposition totale, mais les gens disaient Villepin exagère, Jacques Chirac exagère, et on sentait. Et si vous voulez, je reprends cet exemple de Nicolas Sarkozy allant passer ses vacances aux États-Unis. C'est héroïque d'ailleurs, car je crois qu'il ne parle pas un mot d'anglais en fait. Mais, donc en tout cas, il n'a pas d'aspiration culturelle quand il voyage, ou d'aspiration de communication. Mais il faut bien voir que dans les 10 ans qui avaient précédé, aller passer ses vacances aux États-Unis, c'était la mode dans les classes supérieures françaises. Simplement, Nicolas Sarkozy n'a fait que suivre une mode, aller passer ses vacances aux États-Unis, qui était très fréquente parmi mes amis journalistes ou directeurs de journaux de gauche, de centre-gauche ou de droite. Donc en fait, la réalité de la France, c'est une évolution des classes supérieures vers les États-Unis dans la même période. C'est en ce sens qu'on est confronté à des phénomènes historiques et sociologiques lourds. Alors, est-ce que la question, qu'est-ce qui permet d'expliquer ce phénomène? Alors, bien entendu, moi aussi je suis un peu peiné de l'affaiblissement de certaines valeurs européennes. Je ne pense pas ces valeurs comme fondamentalement européennes. Je veux dire, les pays d'Europe sont très différents. Je veux dire, les valeurs traditionnelles de la France ne sont pas celles de l'Allemagne. Les valeurs de l'Angleterre, c'est autre chose. Si on pense en termes de démocratie libérale, en Europe, il n'y a vraiment, si on pense aux grandes nations, il faut bien voir qu'il n'y a que la France et l'Angleterre qui sont les lieux de naissance de la démocratie libérale. Maintenant, les Européens se disent européens et se promènent partout en dehors, je veux dire, en dehors d'Europe, en prêchant la démocratie. Mais les Italiens ont inventé le fascisme au début des années 20, et les Allemands ont inventé le nazisme, qui ne sont pas, à ma connaissance, des contributions majeures au libéralisme, je dirais, démocratique. Donc vraiment, je ne veux pas trop parler de l'Europe, mais je préférerais plutôt que de l'Europe en tant qu'ayant des valeurs uniques, uniformes. Au contraire, l'une des choses intéressantes en Europe actuellement, c'est la diversité des valeurs européennes et le fait qu'on arrive à vivre ensemble avec des valeurs assez différentes, quoique apaisées. Mais je ne pense pas que aller rechercher des valeurs traditionnelles soit une solution à la crise actuelle. Ce que j'analyse Après la démocratie, le dernier livre qui a été traduit par M. Ishizaki, qui est un livre polémique qui mélange des éléments polémiques et de l'analyse
historique et sociologique de longue durée, l'une des choses qui sort dans ce livre, c'est à quel point le vide des valeurs, le vide de projets collectifs explique la crise du système politique français et explique l'élection de Nicolas Sarkozy. En fait, l'idée du livre, c'est Sarkozy est vide, mais si la France a élu un président vide, c'est parce qu'elle est assez vide elle-même. Et donc, je ne crois pas, j'en ai beaucoup parlé depuis que je suis au Japon, et ce voyage m'a vraiment beaucoup apporté, parce qu'ici, il y a une grosse conscience d'un moment historique et d'un basculement historique, sans doute à cause de la chute du PLD, mais ça m'a amené ces discussions m'ont amené à voir différemment les raisons de la fascination qu'exercent les États-Unis. C'est-à-dire, bien sûr, les sociétés européennes et japonaises sont plus vivables que les États-Unis. Bien sûr, la montée des inégalités y a été moins forte. Bien sûr, les systèmes de santé sont meilleurs. Bien sûr, la mortalité infantile est plus basse. Je parle de l'Europe et du Japon de la même manière. Sur tous ces paramètres, le Japon et l'Europe, c'est la même chose. Bien sûr, il y a au Japon et en Europe des systèmes industriels efficaces. Bien sûr, ces pays sont plus avancés dans la lutte contre l'écologie. Bien sûr, par rapport, je dirais, aux réalisations des sociétés européennes et japonaises, bien sûr, ce qui se passe aux États-Unis n'est pas intéressant. Ce qui se passe aux États-Unis, depuis l'époque de Reagan, n'est qu'une immense régression. Hein, mais le problème, c'est si les choses sont comme ça, pourquoi cette fascination pour les États-Unis? Pourquoi les classes dirigeantes de ces sociétés qui restent meilleures, plus civilisées en fait d'une certaine manière, je veux dire, pourquoi est-ce que ces classes dirigeantes n'arrivent pas à s'émanciper? Je crois que c'est parce que, en fait, nous, on a le bon attachement au passé, on a le bon rapport au passé, mais ce qui existe, le problème de l'Europe et du Japon, c'est une certaine incapacité à se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a un vide religieux, il y a un vide, le bouddhisme japonais a aussi sûrement disparu que le catholicisme et le protestantisme en Europe. Et ici, il y a du vide. Et ce que les Américains ont et que nous n'avons pas, malgré tout, c'est une certaine capacité à se projeter en avant. Je dirais une capacité enfantine à faire n'importe quoi. Mais faire n'importe quoi, c'est mieux que ne rien faire. Je veux dire, tout à l'heure a été évoqué la théorie économique américaine, la volonté des modèles financiers de maîtriser l'avenir, etc. Bien entendu, ça ne maîtrise aucun avenir, mais au moins la volonté de s'intéresser à l'avenir est là. Et donc il y a quelque chose. Et comment dire, regardez, nous on est là avec nos industries beaucoup plus efficaces. Je veux dire, pour un Français, c'est au Japon qu'on voit la modernité technologique. Ce n'est pas aux États-Unis, où dès qu'on sort des grandes villes, plus rien ne marche. Donc, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que nous sommes en Europe et au Japon paralysés en termes de projets? Eh ben, on n'a pas cette capacité à faire n'importe quoi. Regardez les États-Unis. Je veux dire, ils entraînent le monde dans 30 ans de régression économique et sociale, de montée des inégalités. Les riches sont tellement riches là-bas que les classes moyennes et populaires n'ont plus de quoi consommer. Ils inventent la mécanique des subprimes, du crédit hypothécaire. Mécanique complètement folle, qui prétend, qui imagine des augmentations de valeur qui n'existent pas. Mécanique complètement folle, mais mécanique optimiste. Je veux dire, avec cette idée que l'avenir est possible et intéressant. Le système des subprimes s'effondre. Donc, bien entendu, comme il nourrissait la capacité des Américains à consommer des biens importés, la crise économique démarre. Qu'est-ce que font les Américains? Ils élisent un président noir. Ça n'a aucun rapport avec le sujet, mais ils se remettent à rêver. Évidemment, face à cette espèce d'imagination, dont je ne sais pas si elle vient du système familial ou de l'habitude des scénaristes de Hollywood,
je veux dire, les Européens et les Japonais sont comme désemparés. Donc il y a, je veux dire, je ne pense pas que la solution pour les Européens et les Japonais soit dans un, je veux dire, dans un regard vers le passé. Et c'est probablement le seul point sur lequel je ne suis pas complètement d'accord. Je veux dire, peut-être qu'on devrait créer plutôt des écoles de réflexion sur l'avenir. Parce que la réalité du monde actuel, de ce monde très développé que je décrivais au début, qui stagne, qui ne sait plus où il va, c'est qu'il a atteint des objectifs extraordinaires, il s'est enrichi, il s'est arraché à la pauvreté de l'histoire, et maintenant, il ne sait plus où aller. C'est le genre de problème qu'on a. Et les Américains, peut-être parce qu'ils sont absurdes, pas sérieux, croient s'imaginer qu'ils peuvent savoir où aller. Et c'est quand même une grande force, et c'est ça qui fascine, je crois. Merci beaucoup. Et personnellement, je fais des recherches de Michel Foucault qui disait, avec le mot grec pareisia, et je crois qu'il y a des personnes qui pratiquent pareisia, justement. Et il s'agit de courage de dire la vérité. Et donc, ce qui est important, c'est de détruire l'illusion lorsqu'on croit à quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit et j'en suis très content. Le président Obama a été élu par les États-Unis, mais ce n'est qu'une illusion, comme Todd vient de le dire. Et lorsque Obama a été élu comme président, je me suis dit que c'est l'inquiétude très profonde qui a apparu sous forme de président Obama. Les États-Unis ont échoué sur le plan économique et les Américains ont ressenti que leur pays est entré dans la phase de déclin. Et il y aura des problèmes très sérieux et il y aura des inquiétudes qui touchent un peu les différences de race. Et c'est pour se défendre contre les problèmes que les Américains ressentaient, que les Américains ont choisi Obama pour président pour se faire croire que le libéralisme américain n'est pas encore mort. Alors Obama, on ne sait pas si Obama a une compétence suffisante, mais le président américain et Obama, là, c'est un fait réel, mais très inattendu et exceptionnel. Et aussi exceptionnel que l'inquiétude est grande et profonde chez les Américains. Et le prix Nobel de la paix attribué à Obama, c'est que l'inquiétude est sur l'échelle mondiale. Et si on loue l'élection d'Obama, on peut maintenir l'illusion sur le plan international, pas seulement aux États-Unis. Emmanuel Todd vient de dire que sortir de dépendance aux États-Unis, et il faut revoir, il faut réfléchir sur les valeurs traditionnelles. Et là, je suis tout à fait d'accord avec son point de vue. Et au Japon, on retrouve des conditions un peu particulières, c'est-à-dire que à dire de façon abstraite, il y a toujours deux exigences, c'est-à-dire assurer la vie, les biens de la population et en même temps l'indépendance du pays. Et comme il s'agit d'un État souverain, de souveraineté, et l'indépendance, il faut que ce soit un pays indépendant. Et les pays européens modernes ont assuré la vie du peuple tout en gagnant l'indépendance. Donc, ces deux, la sécurité et l'indépendance, étaient
accordé pour ces États souverains européens. Et si les Japonais veulent assurer la sécurité, nous n'avons qu'à renoncer à l'indépendance. C'est la situation réelle du Japon parce que le Japon est dépendant des États-Unis. Et on ne peut pas qualifier le Japon d'un pays souverain indépendant. Mais si le Japon veut devenir vraiment indépendant, il faut réformer la constitution pour acquérir la vraie indépendance. Mais les Japonais préfèrent éviter cette discussion. Et donc ce n'est que la moitié que les Japonais rassurent la sécurité aux dépens de l'indépendance. Voilà, c'est la situation dans laquelle le Japon se retrouve depuis 60 ans, 70 ans. Voilà, c'est ce que je pense sur la situation du Japon. Et c'est un problème sérieux, mais en même temps, je me demande comment il faut comprendre les États-Unis. Et tout à l'heure, en France ou dans le monde entier, il y a eu un vide. Il y a un vide idéologique où les changements complets de valeurs, comme disait Todd tout à l'heure, la perte de valeur a lieu aux États-Unis, d'après ce que je pense. Et les États-Unis est un pays très varié sur le plan culturel et les diversités culturelles est soutenue en même temps que le libéralisme. Et la démocratie libérale peut devenir universelle, mais plus il est universalisé, moins cette idée maintient la valeur concrète. Dans la vie quotidienne, les réflexions, les comportements reflètent la culture, les valeurs. Mais dans le contexte de multiculture des États-Unis, essaye de maintenir l'économie de marché sans rapport avec les valeurs ou la culture. Et les valeurs traditionnelles des Japonais ne va pas très bien avec ce qui se passe chez les Américains. Et le parti libéral démocrate du Japon avait cette contradiction à l'intérieur. C'est-à-dire, on introduisait la culture américaine et le parti PLD gérait le pays qui était le Japon. Donc, cette contradiction ne pouvait plus fonctionner au Japon. Les hommes politiques ont leur propre position parce qu'ils sont obligés de dire des belles choses pour être élus. Mais chez les intellectuels japonais, il y en a très peu qui ont abordé ce genre de problème parce que le contexte japonais était profondément dépendant des États-Unis. Et c'est pourquoi le Japon a importé toutes les sciences, toutes les idées intellectuelles depuis les États-Unis. Et les intellectuels qui s'intéressaient à des idées, les pensées françaises sont très limités. Il y a très peu d'intellectuels japonais qui connaissent l'Europe. Et c'est pourquoi les Japonais ont perdu les valeurs traditionnelles. Et donc, ce que disent les intellectuels japonais est l'intuition ou le ressentiment du peuple japonais. Il y a un grand écart.
Et si les intellectuels pouvaient exprimer le ressentiment ou l'intuition des Japonais, et ça, les intellectuels auraient dû le faire. Mais bon, les intellectuels ne l'ont pas fait, et c'est pourquoi nous nous trouvons dans le vide de valeurs. Et j'utilise le mot nihilisme d'après la définition de Nietzsche. Et c'est une idée très importante pour la culture, la civilisation du XXe siècle, le XXIe siècle, parce que ces civilisations tendent vers le nihilisme. Et les valeurs importantes américaines, c'est la démocratie libérale, ou l'importance de science. Et ces deux idées principaux américains ne posent pas de questions sur les valeurs. Et elles ne posent pas de questions sur les valeurs parce que c'est considéré comme un domaine individuel. Et la démocratie libéralisme ou le libéralisme tout court est importé au Japon. Bien sûr, la science aussi, c'est la même chose parce que la science est efficace pour atteindre un certain niveau de concurrence ou de rentabilité, mais il n'y a pas de discussion sur les valeurs parce que la science exclut, élimine tout ce qui est incertain. Le libéralisme, c'est la même chose. Le libéralisme élimine les valeurs, mais le libéralisme se considère absolu. Voilà, sur les valeurs, nous avons des difficultés de discuter franchement dans notre civilisation. Et c'est ainsi que est né le vide de valeurs. Et il est difficile aussi de critiquer la situation qui empêche de discuter sur le vide de valeurs ou sur les valeurs directement. Et dans votre livre, je crois que c'est un des derniers livres, vous avez écrit qu'il y avait un vide politique, vide idéologique aussi, et lorsque les pensées disparaissent, il ne reste que violence, sexe et l'argent. Et il en est de même en France et au Japon. Et c'est une maladie de civilisation. Le déclin des États-Unis indique que le monde entier tend vers cette maladie. Nous voudrions passer le micro à Todd, mais j'aimerais bien passer le micro à ce Français qui se trouve à côté de moi. Il est venu au Japon. Il s'appelle Jean-François Graziani et il habite au Japon. Il enseigne aux étudiants japonais. Et comme M. Saeki a critiqué les intellectuels japonais, mais vos étudiants, les étudiants, vous allez devenir des intellectuels japonais dans l'avenir. Et donc, j'aimerais bien passer le micro à Jean-François Graziani pour qu'il donne des messages à vos étudiants. Merci beaucoup. Alors, c'est un programme assez ambitieux pour ce qui est de donner des conseils aux étudiants. Je crois qu'effectivement, nous sommes au tout début d'une réflexion pour essayer d'inventer autre chose. Effectivement, à l'heure actuelle, c'est une phase historique de grand vide idéologique. Donc, effectivement, j'espère qu'on arrivera à récupérer quelque chose de cet optimisme ou de cet effet d'entraînement enfantin qui fascine apparemment les États-Unis et chez les États-Unis et qui pourrait éventuellement
nous donner un petit peu d'énergie ou d'enthousiasme. Oui, enfin, Monsieur Todd, pourriez-vous conclure notre débat parce que l'heure tourne. Ça marche, ah oui, oui. Je pourrais préciser quelques idées et quelques concepts par rapport à ce qui vient d'être dit. Enfin, moi, j'établis une grande différence entre le libéralisme et l'ultralibéralisme. C'est-à-dire que le libéralisme, c'est des doctrines européennes des 18e, 19e siècle. Et pour moi, avec la pensée libérale française du XVIIIe siècle, la pensée libérale anglaise du XVIIIe siècle, la pensée libérale américaine, je dirais, jusqu'à Reagan, on est confronté à quelque chose qui a une substance, qui contient des valeurs. Je veux dire, l'individu, c'est une valeur. Et ce libéralisme-là avait la particularité de ne pas nier la collectivité. L'individu existait dans la nation. Cet individualisme n'était pas concevable sans la naissance préalable d'un État. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait confronter. Cet individualisme-là était finalement, paradoxalement, autant une doctrine collective que les idéologies socialistes, conservatrices, communistes, social-démocrates ou autres. Et donc c'est vrai. Et d'ailleurs, en ce sens, très plus restreint, je suis assez proche de ce libéralisme. Je veux dire, dans le domaine économique, je suis partisan de mesures protectionnistes européennes, mais il faut bien voir que le protectionnisme est une variété de la pensée libérale. Friedrich List, le grand théoricien allemand du protectionnisme, était politiquement un libéral, qui admirait beaucoup la France et les États-Unis, et qui avait d'ailleurs vécu en Allemagne, en France, aux États-Unis. Donc ce libéralisme-là est une pensée positive, et on serait bien content de l'avoir encore. L'ultralibéralisme, ce nihilisme dont il a été question, pour l'ultralibéralisme, on entre dans le domaine du vide de valeur, du nihilisme, ainsi qu'il a été dit, et c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. En apparence, on croit que c'est la même chose. Et en fait, ce libéralisme qui croit, ce qui était caractéristique des néolibéraux, des ultralibéraux anglais, américains, c'est des gens qui disaient que seul l'individu existe, la collectivité n'existe pas, la société n'existe pas. Il y a la grande phrase de Margaret Thatcher qui disait « There is no such thing as society ». Il n'y a rien que la société, ça n'existe pas en gros. Et c'est cet ultralibéralisme, je veux dire, qui est le problème. Donc c'est vraiment, je crois qu'il faut faire très attention. Alors je voudrais dire un mot quand même de conclusion sur les différences de situation entre l'Europe et le Japon dans tous ces débats. Je crois que sur le plan des valeurs politiques, des incertitudes, des appareils industriels, des performances médicales, vraiment de plus en plus, je vois le Japon comme, je ne sais pas si je vais vous surprendre, pour moi le Japon est finalement un pays européen parmi d'autres. Il n'y a pas de grande différence. Mais il y a quand même des différences, et pour voir les différences, il n'y a qu'à regarder la carte. C'est-à-dire l'Europe, c'est une masse de 450 millions de personnes. À côté de l'Europe, il y a la Russie qui est européenne et qui n'est pas une menace stratégique. Et même sans programme, même sans valeur, même vieillissants et inactifs, les Européens sont assez à l'abri. C'est-à-dire dans une région du monde où il n'y a pas de risque stratégique. Donc le problème du rapport aux États-Unis est d'une certaine manière abstrait pour les Européens. Alors les États-Unis essayent d'entraîner les Européens dans des guerres pour rester les leaders. Donc ils ont essayé de les entraîner dans la guerre d'Irak, dans la guerre d'Afghanistan. Il y a des gens qui pensent que l'une des raisons pour lesquelles les Américains font la guerre d'Afghanistan, qui est sûre d'être perdue, c'est parce que sans ça, on ne peut plus justifier l'existence de l'OTAN. La guerre d'Afghanistan, ça serait simplement une machine à maintenir les Européens sous contrôle. C'est une
théorie la plus récente qui n'est pas de moi, c'est très précis. Le Japon, c'est différent. Il est, je dirais, en moyenne, plus avancé que l'Europe. Le Japon n'est pas plus avancé que certains pays comme la Suède, l'Allemagne ou la Suisse, mais c'est un pays européen dans la gamme des pays européens très bien organisés et avec une très bonne base industrielle. Le Japon peut se poser les mêmes problèmes de rapport aux États-Unis, mais le Japon est tout seul. Je ne veux pas vous faire peur, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, mais le Japon est une île improbable avec son développement très avancé. Alors, je sais que la Corée, d'une certaine manière, a suivi quelque chose qui ressemble au développement du Japon. Pour moi, ce n'est pas une grosse surprise. En Corée aussi, on va trouver la famille souche et quelque chose qui rappelle l'Allemagne ou le Japon d'ailleurs, avec quelques nuances. Mais il y a un élément je dirais, de solitude dans la situation du Japon. Donc la question du rapport aux États-Unis, ce n'est pas qu'elle est plus complexe, c'est qu'elle est plus pressante. Là, je voudrais juste faire remarquer une chose, c'est-à-dire que là, la façon dont on parle des attitudes européennes et japonaises, si on ne tient pas compte de cette différence géopolitique, ça devient, on se demande comment vont évoluer les attitudes. Et là, je disais qu'en termes d'attitude, finalement, en ce moment, c'est plutôt les Européens qui deviennent japonais que les Japonais qui deviennent européens. Mais on peut poser les choses autrement si on s'intéresse au déclin des États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se dire que finalement, le problème de l'autonomie nationale ou l'indépendance nationale japonaise qui vient d'être échappée, c'est quelque chose finalement qui peut échapper au Japon lui-même. Si ma vision de l'avenir des États-Unis est correcte, si les États-Unis sont en déclin, le parapluie stratégique américain va disparaître de lui-même. Et le Japon va peut-être être contraint à l'indépendance. Donc il y a quelque chose vraiment, là il y a quelque chose qui vraiment distingue le Japon des pays européens. Et j'aimerais que la solution, ça soit dans une adhésion du Japon à l'Union européenne, mais la géographie rend cette hypothèse peu probable. Donc je crois vraiment qu'à ce stade, et j'aimerais conclure là-dessus, on peut faire tous les parallèles de valeurs, d'organisations sociales qui existent, mais si je reprends l'exemple de l'Allemagne, qui est, comme je disais, c'est un petit Japon au cœur de l'Europe, pas si petit, hein. L'Allemagne a quand même 80 millions d'habitants, et si mes souvenirs sont exacts, sa puissance exportatrice est encore supérieure à celle du Japon. Mais l'Allemagne, elle a comme voisin la France. Alors ça a posé des problèmes autrefois, mais dans le contexte actuel de réconciliation, avoir comme voisin la France, c'est quand même assez confortable. Et le voisin du Japon, c'est la Chine, c'est 10 fois plus gros que le Japon. C'est une puissance qui se perçoit spontanément comme mondiale si elle se développe. Et je pense que la réalité de ce qui va se passer au Japon, c'est que le débat stratégique va largement échapper à la question des valeurs et va devoir devenir quelque chose d'assez pragmatique que les Européens ne peuvent pas concevoir. Je vous remercie. Il nous reste à remercier Emmanuel Todd et Keiichi Saeki. Nous allons les applaudir.